Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Aujourd'hui, je reviens sur une planche, sur un dessin, sur un schéma que vous connaissez déjà, du moins la plupart d'entre vous, ou ceux qui sont ici depuis longtemps. Et il s'agit de cette planche que vous pouvez voir sur votre écran. C'est une planche que j'ai élaborée, que j'ai conçue, et que j'avais introduite, que vous pouvez voir aussi dans le livre, dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Et je voudrais y revenir parce que, comme on le dit, la répétition est la mère de l'apprentissage. Et ce sont des choses qu'il importe de répéter encore et encore afin qu'elles puissent s'incruster, se consolider dans nos esprits. En fait, il s'agissait de l'interprétation ou bien de la présentation du vrai sens qu'avaient ces deux symboles que vous connaissez très bien, ces deux symboles qui aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, au mieux encore, qui aujourd'hui sont simplement considérés comme étant le symbole de la femme d'un côté et le symbole des hommes de l'autre. À gauche, vous avez le cercle avec cette croix en deçà, qui est censé symboliser, qui est censé être la représentation du miroir de Vénus, symbole de la femme, et de l'autre, il paraît, on dit que ce serait le bouclier de Mars, symbole de l'homme. Sauf que en réalité, ce n'est pas là le vrai sens de ces symboles-là. Ces symboles étaient censés transmettre de façon subtile un sens, une connaissance qu'avaient les anciens sur la nature des androphores et des gynophores. Et c'est ce que j'ai précisément résumé sur cette planche-ci que j'ai élaborée. Il est certes vrai que j'ai écrit en anglais, mais de toute façon, la traduction de tous ces mots est plus ou moins la même chose en français, est plus ou moins semblable, mais je vais traduire de toute façon. Donc déjà, ce qu'il faut considérer, là, vous avez en haut the spiritual world, le monde spirituel, avec ces lignes-ci qui est censée séparer le spirituel vers les cieux du monde matériel, le plan de matérialité. Et là, vous avez par exemple la gynophore, tant la gynophore que l'androphore se trouvent dans le monde matériel, évidemment. Sauf qu'à la différence de la gynophore, qui est complètement ancré dans la matérialité, l'androphore, lui, non seulement ne l'est pas, mais en plus, il a le regard permanemment tourné vers le spirituel. Mais commençons justement par la gynophore, le symbole-là. La particularité étant que là, vous avez cette croix qui est censée être comme le manche du miroir, vu qu'on beaucoup prétendent qu'il s'agit là d'un miroir, mais en fait, ce n'est pas le cas. On dirait plutôt que c'est une sorte de pieu qui fixe fortement le cercle dans la matérialité, dans la terre par exemple. Là, vous devez considérer là que les deux cercles représentent les individus. Le cercle rose représenterait la gynophore et le cercle bleu l'androphore. Donc à la gynophore, il y a cette sorte de croix qui est placée, qui est constituée d'une ligne verticale et d'une autre horizontale. La verticale étant censée fixer la gynophore dans la matérialité et la ligne horizontale étant comme une mesure de sécurité ou bien comme un élément d'ancrage ou bien de renforcement de son ancrage dans la matérialité. Et justement, ce schéma, ce symbole indique justement ce fort ancrage des gynophores dans la matérialité. Elles n'ont pas de boussole morale, elles sont principalement manipulées ou bien ce qui dicte leur comportement, ce sont leurs émotions, c'est leur ego. Et qui parle d'ego parle de matérialisme, égocentrisme, jalousie, envie, manque d'empathie, superficialité, indifférence, cruauté et encore. Et quiconque ait jamais passé plus
d'une journée avec une gynophore, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre génitrice, d'une sœur, d'une cousine, d'une nièce, d'une amie, vous reconnaîtrez systématiquement ces qualités-là, ces traits de caractère chez les gynophores. Après, il est clair que ce sont des traits de caractère qui se retrouvent tant chez les gynophores que chez les androphores, évidemment. Mais chez les gynophores, ces traits, ces caractéristiques sont plus marquées. Jalousie, envie, manque d'empathie, superficialité, indifférence, cruauté, etc., etc. Et à côté, il y a bien entendu, il y a aussi des indices de comportement qui sont la manifestation concrète de ces qualités psychologiques-là. Par exemple, l'amour qu'elles ont pour les vêtements, les chaussures, le make-up, toutes ces choses-là, la chirurgie plastique, ce sont là des indicateurs de comportement qui sont le résultat de qualités psychologiques telles que la superficialité. La superficialité. Et on pourrait multiplier les exemples. L'indifférence d'une femme, par exemple, quant à la souffrance que peut endurer son enfant lorsqu'elle décide de détruire la famille, comme ça, pour les raisons les plus superficielles, c'est un indice de cruauté. C'est un indice de cruauté. Il y a aussi un autre exemple très intéressant que j'aime bien utiliser. Le choix que font, par exemple, là il s'agit des femmes noires, mais après ça peut s'appliquer aussi aux femmes qui ne sont pas noires, mais c'est une chose qui concerne principalement les femmes noires et qui est un indice justement de leur manque d'empathie. C'est le choix qu'elles font, par exemple, d'aborer leurs propres cheveux, leurs cheveux naturels. Ça, vous pouvez le voir dans le monde entier. C'est-à-dire que vous avez ces légions de femmes qui savent pertinemment qu'il y a leurs enfants qui les regardent, qu'il y a une sorte de souffrance qui est attachée d'un point de vue lié à l'histoire et puis aussi à beaucoup d'éléments contemporains. Elles sont parfaitement conscientes de la souffrance que peuvent endurer leurs enfants par rapport à comment sont perçus leurs cheveux, mais elles n'ont absolument aucun scrupule justement à renforcer l'image péjorative que peuvent avoir leurs enfants à travers le choix, par exemple, de préférer toutes ces extensions capillaires qu'on leur voit sur leur tête, qu'on les voit arborer de partout dans le monde. Et c'est là faire preuve d'un manque d'empathie et à la limite même d'une profonde cruauté, d'une très profonde cruauté. Et je crois que probablement je produirai encore une vidéo sur ce thème-là parce que c'est un exemple vraiment très parlant. Et un autre exemple qui est tout autant intéressant est le stress postpartum dont je vous parle très souvent. C'est-à-dire ce qu'éprouvent les femmes, le sentiment presque d'horreur chez certaines gynophores, l'hostilité qu'elles éprouvent à l'égard de leur propre enfant, c'est-à-dire à cet humain, l'hostilité qu'elles ont à l'égard de cet humain à qui elles viennent de donner la vie, et une hostilité qui parfois les pousse à ressentir le besoin de s'en débarrasser. En fait, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, il y a les hormones qui sont en train de se dissiper et leur nature revient au galop. Et là, vous pouvez aussi voir en cela, vous pouvez aussi comprendre, déduire de tout ceci que, et c'est une chose que j'aime bien souligner, que j'aime à souligner parce que si vous en entendez parler probablement pour la première fois, et ce n'est qu'à la commune de Conseillonne que vous découvrirez ces choses-là. Et le fait que ce soit les gynophores qui doivent donner la vie et non les androphores est dû au besoin qu'il y avait de leur imposer d'apprendre à aimer. En fait, c'est parce que l'une des choses qu'elles doivent apprendre, c'est aimer, le sacrifice de soi. Or, le rituel de procréation, le rituel sacré de procréation, est le seul moyen par lequel une gynophore apprend vraiment à aimer. À défaut de cela, donc c'est parce que si le Créateur a choisi que ce soit les femmes et non les hommes qui donnent la vie, c'est parce que les esprits encastrés dans des corps de femmes ont besoin d'apprendre à aimer, le sacrifice de soi. Les esprits dans des corps d'hommes, eux, savent déjà aimer. Ils n'ont pas besoin d'un cocktail hormonal, ils n'ont pas besoin d'être obligés pour aimer cette créature-là.
Et encore, le fait qu'elles donnent la vie n'est même pas toujours une garantie de l'apprentissage, elle n'est pas une garantie qu'elles auront appris à aimer. On en voit encore, aujourd'hui encore, il y a des gynophores qui réussissent à étrangler leur propre bébé. Et ça existe malheureusement. Bref, revenons à notre croquis, à notre planche. La gynophore est ancrée dans la matérialité, elle est principalement ancrée dans la matérialité. Maintenant, contrairement à la gynophore, l'androphore, lui, il est certes vrai qu'il a aussi un pied dans la matérialité, il est dans l'univers matériel, mais son regard est principalement tourné vers le Créateur. D'où cette flèche-ci qui pointe vers le haut, vers les cieux. L'androphore est un être spirituel. Il est beaucoup plus proche du Créateur. En fait, je crois qu'à ce schéma, si j'essaierais de le modifier, j'aurais dû ajouter peut-être quelque part ici Dieu et puis là Satan, quoi. En ceci que les gynophores sont beaucoup plus proches de Satan, d'où l'emprise puissante qu'il a sur elle. L'androphore, par contre, lui, il a le regard tourné vers le Créateur, d'où sa plus grande capacité à aimer, à rechercher l'ordre, la logique, à être loyal, à rechercher la paix, à être altruiste, et toutes ces autres qualités-là, la constance, la détermination, la compassion, l'empathie, le sacrifice de soi, le partage, la bienveillance, l'espoir, la patience, la logique, etc., etc. Là, ce sont des qualités que vous verrez. Et une fois de plus, une certaine dose de ces qualités-là peut se retrouver chez les gynophores, mais en moindre quantité. Ces traits de caractère-là, se retrouvent principalement chez les androphores. Et une fois de plus, quiconque ait un tant soit peu, se soit donné la peine d'observer autour de soi ou bien en soi-même, reconnaîtra qu'il s'agit là d'un fait. Les qualités telles que l'égocentrisme, le manque d'empathie, la superficialité, l'indifférence, vous les verrez en général chez les gynophores. Tandis que l'amour, l'ordre, la loyauté, la bienveillance, l'altruisme, la patience, la logique, vous verrez ces qualités-là principalement chez les androphores. Et si vous voulez, une autre façon assez simple, qui est une façon scientifique, un moyen scientifique de vérifier le fait que les gynophores soient de loin plus matérialistes, ancrés dans la matérialité que les androphores, consisterait à aller chez vos parents. Et là, c'est une approche, c'est une méthodologie, disons, c'est une méthode, c'est une technique qui est à la portée même des plus jeunes, même des adolescents, des 12 ans, 10 ans. Vous devez simplement ouvrir les placards de vos parents pour donner un coup d'œil et faire une certaine comparaison dans leur garde-robe. C'est-à-dire, vous allez essayer, l'objectif de votre démarche serait de comprendre, de dire par exemple, d'arriver à la conclusion de savoir si lequel des deux a plus de vêtements, a plus de chaussures et plus d'autres petits gadgets dont la fonction est simplement d'embellir ou de décorer le corps. Vous verrez, mes chers amis, et une fois de plus, c'est dans l'ordre de 95% des cas, les gynophores, elles ont toujours plus d'habits, toujours plus de chaussures, toujours plus de joujoux qui ne sont même pas vraiment indispensables et qui très souvent coûtent une fortune. C'est un moyen certes très simple, mais très efficace, d'illustrer, de démontrer qu'en fait, elles sont principalement ancrées dans la matérialité, dans leur matérialité. Et bref, oui, voilà quoi. Il y aurait sans aucun doute encore beaucoup de choses à dire. Je compte réélaborer cette planche-ci, où j'ajouterai justement à côté dans le monde spirituel le Créateur bienveillant et celui dans le monde matériel Shaitan, et ajouter probablement d'autres suggestions que vous ferez. Voilà, maintenant vous savez exactement quel est le sens de ces deux symboles-là, celui de la gynophore et celui de l'androphore, le miroir de Vénus et le bouclier de Mars. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie tous les protecteurs de la commune de Conseillen. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Randoledot depuis la cour du palais communal de Conseillen. Sawabona et la paix de Yah.